BFM TV, BFM Politique, Guillaume Daret. Vous êtes bien sur BFM Politique. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Breton. Bienvenue Thierry Breton, ancien commissaire européen. On vous reçoit parce qu'on est probablement à un tournant de l'histoire, que ce soit au niveau des États-Unis ou au niveau de l'Europe. Avec moi pour vous interroger ce matin, Amandine Atalaya, éditorialiste BFM TV. Bonjour Amandine. Bonjour Et Lucie Robquin, directrice des rédactions de La Tribune. Bonjour notre Guillaume. partenaire, La Tribune Dimanche. Je suis ravi de vous avoir avec nous ce matin, Lucie. Alors on le disait, Donald Trump a décidé d'engager des discussions directes avec Vladimir Poutine pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Pas plus tard qu'hier, c'est le vice-président J.D. Vance qui a tenu un discours extrêmement violent à l'encontre de l'Europe. On sent qu'on est en train de vivre un moment extrêmement particulier, Thierry Breton. Quel terme vous employez ce matin pour qualifier ce que nous sommes en train de vivre? Je crois qu'il faut que nous soyons tous conscients, nous, Européens, comme vous venez de le rappeler, Guillaume Daret, que oui, nous vivons désormais un moment historique. Pour moi, il est de même nature, et je pèse mes mots, que celui que nous avons connu à la suite du chute du mur de Berlin. C'est de même nature. Et avant cet événement majeur qui a reconfiguré notre Europe, c'était évidemment les discussions d'après-guerre et Yalta. Voilà de quoi il s'agit. Et pourquoi dis-je cela? Parce qu'évidemment, on a tous en tête, et on reparlera tout à l'heure, du contexte. Bien sûr. Assez inédit, le mot est faible, dans lequel les propos ont été rapportés ou proférés par les uns ou par les autres pour nous annoncer ce moment historique et ce changement de posture. Ce dont il est question, évidemment, c'est la guerre en Ukraine, c'est les discussions, plutôt que de parler de paix, sans doute les conditions dans lesquelles un cessez-le-feu pourrait s'opérer. Mais quand on voit aujourd'hui les acteurs qui sont autour de la table pour discuter de cette question, c'est-à-dire tout simplement Vladimir Poutine et Donald Trump, c'est donc bien de la partition de l'Ukraine dont il s'agit, mais derrière, ne nous y trompons pas, c'est aussi, quelque part, de la partition de l'Europe dont il va être question. Donc oui, ce moment est l'un des plus graves de notre histoire contemporaine. Très concrètement, on va entrer justement dans la question de la guerre en Ukraine. Le fait qu'il y ait des discussions qui sont entamées de façon directe entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour tenter de mettre fin à cette guerre, est-ce qu'en soi, c'est pas une bonne nouvelle qu'on puisse voir peut-être l'issue de ce conflit? Non mais, encore une fois, de quoi parle-t-on? On parle d'une guerre d'agression, comme on n'en a pas connu quasiment depuis la Seconde Guerre mondiale, sur le territoire européen, avec des troupes non européennes qui viennent renforcer l'agresseur, qui se passe sur notre continent. Avec, je le rappelle pour nos téléspectateurs, l'Europe qui est de très loin, le premier contributeur financier, de très loin, bien au-dessus des États-Unis. Et alors, on dirait que finalement, tout ça ne concerne ni M. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, ni l'Europe. Mais enfin, pardon, où est-on? Est-ce qu'on peut s'en prendre à nous-mêmes en tant qu'Européens? Enfin, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette humiliation des Européens? Pourquoi est-ce que nous sommes si absents aujourd'hui? D'abord, c'est une excellente question, parce qu'évidemment, est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise? Quand on écoute ce que dit M. Trump depuis sa campagne, et puis depuis les 100 jours pendant lesquels il se préparait à son investiture, et depuis maintenant les 3 semaines où il est au pouvoir, je dirais que rien de nouveau parce qu'il l'a dit. Est-ce que vous reprendriez le terme d'Amandine? Est-ce que c'est une humiliation de l'Europe? En tout cas, ce qui s'est passé clairement, pardon, mais de la bouche du vice-président des États-Unis. On va y venir. La façon dont il a traité l'Europe, les Européens, notre démocratie. Imaginez un instant. C'est une humiliation? Je vais vous répondre par une question. Imaginez un instant que nous ayons un chef d'État européen, ou un président ou une présidente de nos institutions, qui viennent à Washington ou à Boston pour tenir le quart des propos qui ont été tenus. Est-ce que les Américains seraient fondés à dire que c'est une humiliation? Vous avez la réponse dans la question, évidemment. L'Europe doit-elle faire en sorte de s'inviter à la table des négociations? Et surtout, est-ce que Vladimir Poutine est un interlocuteur fiable? On a eu hier la veuve d'Alexeï Navalny à Munich qui nous a dit « Ne négociez pas avec Vladimir Poutine, il vous trahira ».
Mais Madame Roetken, on le sait. On le sait depuis toujours. Vladimir Poutine, d'abord, une des caractéristiques des personnalités qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui voudraient décider du partage de l'Ukraine, voire plus, comme je viens d'en parler à l'instant, c'est que l'un et l'autre pratiquent le mensonge, on peut dire, comme quelque chose de naturel. C'est assez du reste cocasse, parce qu'ils ont l'impression de dire qu'on s'abrite derrière la liberté d'expression dans une capacité à mentir éhontément. Pour vous, Donald Trump et Vladimir Poutine sont, je cite, des menteurs. Mais en tout cas, reprenez tous les propos. Encore une fois, je ne veux qualifier personne d'autre que par rapport à ce que je veux dire. Il y a aussi évidemment ce qu'ils représentent, mais c'est une évidence que et l'un et l'autre ont, dans leur vie, il suffit de regarder quand même ce qui s'est passé, utilisé cette méthode, je dirais, plus que de nécessité. Il ne faudra pas négocier avec Vladimir Poutine aujourd'hui. Bien sûr qu'il faudra négocier, que Volodymyr Zelensky, l'Europe devra négocier évidemment avec le belligérant, le seul belligérant, celui qui est la cause de tout cela. Enfin, quand je vois comment on est en train d'essayer de réécrire l'histoire, non mais, pardon, mais quand j'entends que certains, et notamment outre-Atlantique, commencent à dire « oui, mais finalement, c'est peut-être de la faute, de Biden ». Ah bon ? La faute de Biden, mais ça, on sait qu'il va tout prendre, le pauvre Biden. Pardon de parler comme ça, mais enfin, on sait qu'aujourd'hui, il est l'objet de tous les maux. Mais oui, peut-être aussi de la faute des Européens. Mais quoi ? On voit que c'est de la faute des Européens, et c'est repris par la Maison-Blanche. Est-ce que Vladimir Poutine, Thierry Breton, est fréquentable ? Est-ce qu'on peut s'asseoir à la même table que lui ? Mais encore une fois, si jamais nous voulons qu'il y ait un cessez-le-feu, il faudra bien s'asseoir avec ceux qui sont les protagonistes. Qui doit s'asseoir à la table des négociations. Alors voilà la bonne question. Donald Trump est une personnalité forte qui mène les négociations. Qui en Europe peut mener ces négociations ? Voilà la bonne question, parce qu'aujourd'hui, effectivement, et ça répond aussi un peu à votre question à laquelle je n'ai pas complètement répondu, au fond, il est absolument indispensable que l'Europe se mette d'accord pour désigner la personne, celle ou celui qu'il va présenter, qui va les représenter. Et il faut le faire tout de suite. On peut regretter... Donnez-nous un nom. Non, mais attendez, on peut regretter que ça n'ait pas eu lieu jusqu'à présent. Alors, on a vu, et je trouve que c'est une excellente initiative, que le président de la République, Emmanuel Macron, sans doute du reste de concert avec le président du Conseil en exercice, il semblerait que le président de la République convoque une réunion informelle demain. Ce n'est pas encore confirmé par l'Élysée, mais plusieurs chefs d'État disent qu'à Paris, ils seront réunis. Ça me semble être extrêmement important et une initiative très, très, très significative. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Il me semble que ce qui serait très important pour répondre précisément à vos deux questions, eh bien, c'est que derrière, l'Europe dise maintenant qui est notre négociateur. Alors, est-ce que ça va être Mme Kaja Kallas ? Peut-être. Elle est aujourd'hui la haute représentante, ancienne première ministre. Qui est la meilleure personne ? On va les prendre peut-être, si vous le voulez bien. Ancienne première ministre estonienne, mais dont on sait qu'elle est persona non grata. Et le mot est fait, puisqu'elle elle est sur les listes de personnes recherchées par Vladimir Poutine. On ne la voit pas être en face de Vladimir Poutine. Madame von der Leyen, on connaît les relations plus qu'exécrables qu'il y a avec aujourd'hui l'administration actuelle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça semble évidemment très difficile. Thierry Breton, pour se parler franchement, est-ce que vous, est-ce que vous pourriez être cet émissaire ? Non, mais attendez, vous avez des compétences. Non, oui, mais attendez, il faut rester... merci d'abord de le mentionner, je suis très sensible. Mais nous dites ceux qui ne peuvent pas faire le job, qui peut le faire ? Droit. Il y a des institutions, il y a de la gouvernance. Le président du Conseil, aujourd'hui, Monsieur Antonio Costa, je dirais ès-qualité, représentant les États, serait sans doute une personne qui serait la personne qui conviendrait, mais il ne m'appartient pas de le dire. Il va falloir évidemment... Et vous pensez vraiment qu'il fait le poids ? On a Vladimir Poutine, on a Donald Trump, et quelqu'un que personne ne connaît au niveau européen et que Donald Trump ne respecte pas. Eh bien, il faut évidemment avoir du leadership, vous le dites implicitement, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où s'il n'y a plus de leadership, on n'existe plus, on le voit évidemment, c'est pas une surprise, on en a parlé souvent, y compris M. Darré à votre antenne. Mais derrière cela, évidemment, il y a le poids de ce qu'on représente par rapport à la force des institutions. Aujourd'hui, je le dis, c'est vrai que pour moi, Antonio Costa a ce poids. On verra bien. Mais vous, les chefs d'État... Est-ce que vous, c'est une mission qui pourrait vous intéresser ?
M. Daré, c'est très gentil, mais c'est pas à moi à répondre à cette question. On parle. Non, merci. Si on vous contacte, vous accepterez. Écoutez, merci de le proposer et de en faire part à qui de droit. On en verra votre CV. Voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est encore une fois de faire en sorte que très vite, les États européens, l'Union européenne, les institutions européennes décident de celui ou celle qui sera le représentant dans ces négociations et poussent ensuite pour que ce soit juste, je dirais, comme on dit en bon français, un no-brainer, c'est-à-dire quelque chose qui n'est même pas négociable, pas discutable. Thierry Breton, question courte, réponse courte. Est-ce que Emmanuel Macron doit reprendre contact avec Vladimir Poutine? Est-ce qu'il doit le rappeler? Eh bien, moi, ce que je crois, oui ou non? Ce que je crois, c'est qu'il faut maintenant d'abord garder son sang-froid dans ce moment historique. On en parle depuis le début de cette émission. Revenir à nos fondamentaux, revenir à notre gouvernance. Et c'est lorsque les Européens auront décidé de qui est celui ou celle qui doit représenter l'Union dans ses composantes, y compris institutionnelles, que la réponse à cette question pourra être apportée. Me semble-t-il que le mieux, alors si jamais les chefs d'État et de gouvernement décident que c'est l'un d'entre eux qui les représente, pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut avoir désormais ce poids et l'unité, l'union qui est derrière indispensable pour pouvoir précisément parler avec celui dont vous venez de rappeler qu'il ne reconnaît que la force et le rapport de force. Mais je voudrais juste ajouter... Vous avez évoqué une question qui est extrêmement importante et ça a été dans vos dossiers, c'est celui de la défense européenne. On voit que ça se pose très concrètement. Le président ukrainien Zelensky a appelé justement à la constitution d'une armée européenne pas plus tard qu'hier. Il appelle à un sursaut. Est-ce que vous estimez que ce sont des soldats européens qui devront aller sécuriser ce qui sera peut-être la ligne de démarcation entre l'Ukraine et la Russie à l'issue de pourparlers? Des soldats européens, oui ou non? Eh bien, on verra bien encore une fois dans l'architecture de sécurité qui devra se dessiner de façon indispensable à la suite des discussions de cessez-le-feu, si celles-ci ont bien lieu. Évidemment, comme il a été clair, mais là encore, il n'y a pas de surprise. On a l'impression de découvrir Joe Biden, depuis notamment la réunion de Vilnius, a toujours été extrêmement clair. Pour lui, l'Ukraine ne devait pas rentrer dans l'OTAN. Donc il faut... Attendez, je veux juste répondre à votre question. Donald Trump le reprend. Trump dit de façon très claire, Biden l'avait déjà évoqué, qu'il n'y aura pas de soldats américains pour sécuriser cette ligne de potentiellement démarcation. Donc oui, bien sûr, si ce travail doit avoir lieu, les Européens devront être impliqués. Est-ce que ça veut dire que l'OTAN n'a plus de raison d'être? Est-ce que cette armée européenne sous-entend que l'OTAN est en état de mort cérébrale, comme avait dit Emmanuel Macron il y a quelques jours? Et là, on touche le deuxième point fondamental, le deuxième, dans ce moment historique que nous vivons. Il faut bien voir que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, quand je dis l'Europe, c'est 26 sur les 27 États membres, vivent à l'abri du parapluie américain. Et quand je dis, et je vais dire des choses graves, quand je dis à l'appui du parapluie américain, ça veut dire du parapluie nucléaire américain. Et donc, le choix a été fait. Entendez-moi bien. Par les 26, et l'Allemagne le premier, de préférer se mettre à l'abri des Américains, y compris pour l'arme ultime, la dissuasion, et je parle évidemment de la dissuasion nucléaire, plutôt que sous le parapluie français. Ce choix, il a permis d'être là où nous en sommes, avec aussi 70 ans de paix sur le continent européen. Et comment on fait, Thierry Breton, eh bien, je vous le dis, avancer? pardon, mais c'est tellement grave ce que je vais dire. Eh bien, je vous le dis de façon très claire. Pour répondre à cette question, il faut évidemment que l'OTAN continue. Mais il me semble indispensable désormais que dans des discussions qui ne peuvent avoir lieu que dans la confidentialité, évidemment, que le sujet requiert, il me semble indispensable désormais que, tout en restant dans l'OTAN, les Européens, et quand je parle des Européens, c'est les 26, commencent à accepter de discuter avec le 27e, c'est-à-dire la France, seule puissance dotée, de ce que veut dire, dans la doctrine française, le fait qu'évidemment, l'usage de l'arme ultime, l'arme nucléaire, reste et restera pour toujours dans la seule main française. Il est hors de question que ça change. Mais, rappelle le président de la République, comme ses prédécesseurs, la dissuasion nucléaire française a aussi une composante européenne. Mais donc, Madame Robkin, ce moment-là, il est aussi venu
en tout cas, d'ouvrir très vite ces discussions. Et la responsabilité est réciproquement. On doit partager l'arme nucléaire française avec les autres pays européens. Ce n'est pas du tout ce que je viens de dire. J'ai dit l'inverse. J'ai cru comprendre ça. Eh bien, c'est pour ça, merci de me le permettre de le repréciser. J'ai dit exactement l'inverse. J'ai dit que ça doit rester évidemment à la seule main française. Hors de question de le partager. J'ai simplement dit, madame, que depuis maintenant 4 présidents de la République, on indique que la dissuasion nucléaire française a aussi, sans en préciser davantage, un contenu, une dimension européenne. Vous dites que l'Europe doit se mettre sous le parapluie nucléaire français. Eh bien comme l'Europe aujourd'hui, les 26 sont sous parapluie nucléaire américain, je ne dis pas exclusivement, mais je dis qu'il faut maintenant. Ou alors, je vais vous dire ce qui va se passer. On est dans une logique transactionnelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que le président des États-Unis, tout comme du reste son homologue russe, n'ont qu'une ambition. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis en tirer les conséquences. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas non plus faire ce qu'il faut faire et continuer à être un partenaire des États-Unis et un allié dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Mais on voit bien que les deux ont comme volonté de fragmenter l'Europe, y compris avec les partis d'extrême droite. Thierry Breton, ne nous y trompons pas. On va y venir dans Donc, une seconde sur cette question la fragmentation de l'Europe fait partie, je dirais, d'un double jeu conjoint désormais et de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Thierry Breton, il y a des questions, leur droit, il y a des rapports, c'est pas notre politique. Thierry Breton, il y a ni des votre rapports très volonté. inquiétants des services secrets, notamment danois, qui posent la question d'un conflit sur le territoire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky nous a indiqué hier que la Russie était susceptible de déployer des troupes en Biélorussie, avec cette possibilité d'attaquer un pays européen dans les années qui viennent. Est-ce que vous craignez, vous aussi, qu'une guerre puisse embraser l'Europe dans les années qui viennent? J'ai essayé d'aborder cette question dans nos propos liminaires, en vous disant qu'il fallait que nous abordions désormais la phase dans laquelle nous entrons, comme étant potentiellement, je dis bien potentiellement, une sorte de partage nouveau de l'Europe, dans lequel, évidemment, ce type de dialectique, 150 000 soldats russes maintenant parqués potentiellement en Biélorussie, le chef des services de renseignement allemand qui dit que dans les 5 ans, il y aura sans doute une volonté très claire de la part de Vladimir Poutine. Ça vous semble crédible, une guerre sur le sol de l'Union européenne ? Mais tout est crédible aujourd'hui, depuis maintenant 20 jours. Tout est crédible. Il faut que nous en soyons conscients. C'est le cas également des services secrets danois. Oui. Et je ne parle pas des services secrets estoniens qui le disent depuis longtemps. Donc bien sûr que ceci fait partie aujourd'hui du champ des possibles. À charge pour nous de régler 2 problèmes, de s'attaquer à 2 problèmes. L'augmentation de notre capacité de production de la défense, qui était vraiment mon travail et qu'on a commencé à faire à la vitesse grand V. Il faut le poursuivre et l'accélérer. Et puis la question ultime que j'ai posée, que j'ai mis sur la table il y a un instant. Thierry Breton, hier à Munich, les Américains ont tenu un discours particulièrement offensif contre l'Union européenne. Le vice-président a dénoncé, je cite, le renoncement à certaines de ses valeurs les plus fondamentales à ses yeux de l'Union européenne. Il estime, je cite, qu'il y a un recul de la liberté d'expression en Europe. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, vous savez, on commence, pardon de le dire comme ça, parce que c'est le vice-président des États-Unis, donc on le respecte par définition à sa qualité. Mais on commence déjà, ça fait 20 jours, on commence déjà à être fatigué d'interpréter ce que veut dire M. Musk avec son fils sur les épaules lorsqu'il dit ci ou ça, ce que dit maintenant M. Mais là, ça a l'air très clair, il dit qu'il y a un recul de la liberté d'expression. J.D. Vance. Il faut d'abord voir avec qui on parle. D'abord, en tout cas, Musk, c'est différent parce qu'on ne sait pas s'il est qui il est. On ne sait pas qui il est, est-ce qu'il est élu, est-ce qu'il est nommé, comment, il y a des grandes questions. J.D. Vance, il est le vice-président des États-Unis, donc il est une personnalité, évidemment, que nous devons respecter. Recul de la liberté d'expression. J.D. Vance, il ne faut jamais oublier qu'il est quand même celui qui avait dit qu'il ne voterait jamais pour Donald Trump. Je le rappelle quand même à nos téléspectateurs pour voir toujours à qui on parle et comment il faut prendre. Est-ce que vous avez été désiré d'entendre ça, Thierry Breton, et est-ce qu'il n'est pas temps de leur répondre plus fermement ? Parce que l'Europe n'est pas trop gentille. J.D. Vance est celui qui avait dit qu'il ne voterait jamais pour Donald Trump avant de voter pour lui et de le soutenir parce qu'il le qualifiait de potentiellement, excusez-moi, je mets des guillemets, c'était ses propos, Hitler de l'Amérique. Donc voilà les personnes qui sont là. Alors, on doit évidemment, nous, intégrer tout ça avec beaucoup de recul et de respect pour les fonctions. Mais oui, bien sûr, l'Europe, vous avez raison, l'Europe doit désormais parler. L'Europe doit parler et il est absolument urgentissime que l'Europe se mette d'accord. Nous avons des institutions, mais quand est-ce qu'on va le faire ? On va encore attendre des semaines avant de trouver quelqu'un qui puisse répondre. J'en suis convaincu, en tout cas je le souhaite vivement. Et je pense sincèrement que l'initiative qui a été prise par le président de la République, soutenue visiblement, on le verra demain, par un nombre important de ses collègues, de se réunir pour organiser, je dirais,
notre réaction, notre réponse Lucie doit Roquetin, nous permettre de définir une seule voie. Vous avez raison. Est-ce que c'est un peu tard ? Oui, on peut le dire. Lucie Roquetin, une question pour vous, parce que le vice-président s'est adressé directement à vous. Et oui, vous avez été directement attaqué hier par J.D. Vance, qui estime que vous faites barrage aux valeurs démocratiques en questionnant notamment la légitimité des élections qui ont lieu en Roumanie. Que répondez-vous à J.D. Vance ? Alors ça fait partie effectivement de cette logique libertarienne dont j'ai cru comprendre que maintenant Monsieur Musk, Elon Musk était le fer de lance. Je rappelle aussi que Elon Musk, il a été très démocrate pendant longtemps, donc on voit quand même toutes ces évolutions. Alors peut-être que Monsieur J.D. Vance fait partie aussi de cette logique ultra-libertarienne qui estime que quand on a décidé nous-mêmes, et quand je dis nous, c'est nous, Européens, de mettre en place des règles simples pour organiser notre espace informationnel. C'est-à-dire l'espace que les parents connaissent bien, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils voient bien que leurs enfants passent désormais des heures et des heures dans cet espace numérique, cet espace informationnel, à travers cette petite porte, cette petite fenêtre qui est leur smartphone. Eh bien, nous avons décidé, nous, Européens, qu'il fallait reprendre le contrôle de cet espace informationnel, non pas pour contrôler les propos, parce que la parole est libre en Europe, mais pour voir ce qui se passait, vérifier que les algorithmes n'amplifiaient pas des propos haineux, des propos racistes, des propos qui sont condamnables par la loi des hommes, la loi classique. On va y revenir, effectivement. Et donc, effectivement, nous avons mis ça. Je voudrais juste rappeler, y compris, je l'ai rappelé du reste moi-même, puisque j'ai répondu très directement, vous l'avez répondu. Non, pas directement, avec beaucoup évidemment de respect. Vous lui répondre, il nous regarde peut-être. Beaucoup de respect, je lui ai répondu que nous, en Europe, on est une grande démocratie, que nous avons mis en place ces règles, et quand je dis nous, c'est notre démocratie européenne. C'est voté, pardon, mais il y a moins de 10% des députés européens qui ont voté contre, sur toutes ces règles. Moins de 10%, y compris ceux d'extrême droite qui aujourd'hui ont l'impression que c'est à la mode et que ce sera bien vu de les critiquer parce que c'est à la mode des libertariens américains. Thierry Breton, vous allez et l'unanimité des États membres. Continuer à lui répondre dans une seconde. Notre démocratie, elle a mis ses règles. Alors, vous êtes bien sur BFM Politique, notre invité, l'ancien commissaire européen Thierry Breton, avec qui on essaye de comprendre ce moment de bascule historique que nous sommes en train de vivre avec Donald Trump, Vladimir Poutine qui négocie, on peut le dire, sur le dos des Européens, une paix possible en Ukraine. Cette question aussi de ceux qui sont aux côtés du président américain. Il y en a l'un d'entre eux, il s'appelle Elon Musk, vous le connaissez bien. Certains le définissent comme l'un de vos meilleurs adversaires. Regardez cette image, c'est sans aucun doute l'image de cette semaine. On y voit Elon Musk dans le bureau ovale, le bureau du président des États-Unis, avec son fils à côté de lui. Il a tenu une quasi-conférence de presse pendant 1 heure sous les yeux de Donald Trump. Pour vous, qu'est-ce que ça dit, cette image ? Quelle est sa place aujourd'hui dans l'administration américaine ? Alors cette image, elle parle d'elle-même, je ne vais pas la commenter, et vous l'avez fait abondamment, et je ne vais pas rajouter évidemment ma touche personnelle. Elle parle d'elle-même. Mais attends, arrêtons-nous une seconde sur les propos. Elon Musk, grand chef d'entreprise, tout le monde le reconnaît évidemment, et moi le premier, a décidé de s'attaquer donc à des pans entiers de ce qui fait que les États-Unis fonctionnent aujourd'hui comme un grand État fédéral, y compris dans la dimension sociale, y compris dans la dimension éducative et préservation des valeurs. Et il a décidé donc de licencier, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de, comme on dit en anglais, je vais le dire en anglais si vous permettez, civil servants, c'est-à-dire fonctionnaires américains. Dans civil servants, il y a servants. Ces fonctionnaires américains, on en connaît tous énormément, pour eux c'est un honneur de servir les États-Unis d'Amérique. Et voilà donc que quelqu'un arrive, est-ce qu'il a un mandat ? Est-ce qu'il est élu ? Est-ce qu'il est passé devant le Congrès ? Non. Et avec ces Dodge Kids, c'est comme ça que je crois qu'on les appelle, ces jeunes 20, 22, 23, 24 ans, ils vont licencier, donc ils s'invitent dans les administrations et ils décident d'un trait de plume de décider de la vie professionnelle de dizaines de milliers de personnes. C'est-à-dire que vous y voyez une anormalité dans ce fonctionnement. En fait, on se demande qui dirige les États-Unis aujourd'hui. Qui est le président ? C'est Donald Trump ou c'est Elon Musk ? C'est ça pour moi qui est l'élément, je dirais, le plus fort. Et moi qui aime les États-Unis, qui ai vécu, qui ai travaillé, qui ai enseigné, on aime les États-Unis parce que c'est un pays, d'abord c'est un pays qui respecte le droit, c'est un pays fondé sur des règles de droit, sur l'état de droit. C'est un pays aussi qui reconnaît la valeur individuelle, qui permet d'évoluer, de progresser, de grandir. Ce qui me gêne et me heurte,
me choque, m'attriste, c'est de voir qu'effectivement, aujourd'hui, on peut décider, comme tout simplement dans une simple autocratie, de la vie de dizaines de milliers de personnes comme ça. Je pense. C'est-à-dire les États-Unis sont quand même toujours une démocratie à vos yeux ou sont devenus une autocratie? Et c'est bien pour ça que j'allais y venir. Je pense que, vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le check and balances, c'est-à-dire le fait qu'il y a effectivement des contre-pouvoirs, il y a beaucoup de pouvoirs effectivement à la Maison-Blanche, mais les pères fondateurs des États-Unis ont été, dans leur sagesse, attentifs à ne donner pas plus de 4 ans à celui ou celle qui allait devenir l'homme ou la femme la plus puissante des États-Unis et du monde. Pour vous, Thierry Breton, pour vous, l'homme le plus puissant du monde, c'est Donald Trump ou c'est Elon Musk? Alors, on va répondre là, et puis ensuite votre là. avis. Alors, aujourd'hui, la même question. Alors d'abord, donc, sur les check and balances, il est sur vraisemblable, les contre-pouvoirs, qu'effectivement, il y ait maintenant un nombre important de juges qui se saisissent précisément de ce qui peut s'apparenter, on le verra, à des irrégularités très graves qui concernent encore une fois les personnes. On va voir, mais je pense que l'histoire ne fait que démarrer, y compris sur le plan, je dirais, judiciaire. Mais donc on aura quel est l'homme le plus puissant du monde, Donald Trump ou Elon Musk? C'est évidemment Donald Trump, parce que évidemment c'est lui qui est élu, et il a cette légitimité. C'était évidemment pas gagné du tout. Je rappelle quand même que quelques jours avant son élection, beaucoup d'entre nous, d'entre vous peut-être, s'interrogeaient encore savoir s'il allait battre ou pas Kamala Harris. Il l'a fait, il est désormais l'homme, effectivement, le plus puissant des États-Unis et évidemment aussi, sans doute d'une certaine façon, du monde. Elon Musk, de son côté, il est ce qu'il est. On verra combien de temps ça dure, mais derrière, évidemment, quand on voit cette photo, on dit tellement, quand on voit également le regard aussi un peu, comment dirais-je, perdu de Donald Trump, il s'interroge. Au fond, combien de temps ça va durer tout ça? Lui seul a la réponse. Il n'est peut-être pas impossible qu'il nous la fasse connaître dans les semaines ou les mois qui viennent. Est-ce que vous avez un message à faire passer à Elon Musk ce matin? Non, quand j'en ai, j'utilise... Vous pouvez lui dire de venir, on peut faire un débat Elon Musk, Thierry Breton ici. Quand j'en ai, on continue à communiquer. Vous restez d'ailleurs sur Twitter, sur X, le réseau X. Il est indispensable pour moi de rester sur X parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis celui qui a porté ces régulations des réseaux et des grandes plateformes systémiques dont fait partie X, parce que précisément nous avons mis des règles de droit maintenant pour les sécuriser. Il y a bien entendu des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes qui ont été menées et par mes services lorsque j'étais commissaire et par ma successeur, et je m'en félicite. Ces enquêtes, elles vont évidemment aboutir. S'il y a des problèmes, ils seront mentionnés et ils seront condamnés, parce qu'encore une fois, nous avons des lois. Mais pour moi, si je quittais tel ou tel réseau, ce serait un aveu d'échec. Précisément, nous avons considéré, nous en Europe, que ces réseaux, c'est quelque part aussi une sorte de bien commun et qu'on doit pouvoir y être en sécurité, comme on l'est, plus ou moins, dans l'espace physique. Thierry Breton, question sur l'implication politique d'Elon Musk, question d'Amandine. Oui, parce qu'il ne s'occupe pas que des fonctionnaires américains, il s'occupe de l'Europe, avec des ingérences répétées d'Elon Musk. Il a soutenu le parti d'extrême droite allemand dans le cadre des élections allemandes. Il est même allé voir la dirigeante de l'extrême droite, tout comme d'ailleurs le président américain J.D. Vance, qui soutient aussi l'extrême droite allemande. Il s'en est pris, Elon Musk, au Premier ministre britannique. À quoi jouent les Américains en Europe? Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir? Et est-ce qu'Elon Musk est dangereux? Et madame, on l'a dit tout à l'heure. Nous sommes, et je le redis à nos téléspectateurs ce matin, nous sommes un continent de 450 millions de concitoyens européens. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons le même système démocratique. Nous avons le même projet. Et donc ils cherchent à nous désunir? Mais bien entendu, parce qu'aujourd'hui, le jeu, évidemment, c'est pas d'avoir une Europe forte, c'est d'avoir une Europe faible. Le président de la République l'a qualifié, je crois que j'avais moi-même utilisé dans vos colonnes, Madame Robkin, le terme d'herbivore, dans un monde de carnivores. Vous vous en souvenez? Et alors s'ils cherchent à nous détruire et à nous désunir, ce ne sont plus des alliés. Mais c'est une très bonne question. Nous sommes des partenaires dans beaucoup de domaines. Nous sommes des rivaux aussi sur certains aspects commerciaux. Nous sommes des alliés dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Mais posez donc la question aujourd'hui aux Canadiens. Est-ce que, pour la majorité des Canadiens, ils se considèrent aujourd'hui, alors qu'ils entendent maintenant nuit et jour leurs grands voisins dire qu'au fond, ils devraient être le 51e État des États-Unis, est-ce qu'ils se considèrent comme des alliés? Je ne sais pas. Justement, Thierry Breton, regardez la définition très concrète de ce qu'est un allié ou de ce qu'est, justement, un adversaire. Vous allez la voir s'afficher juste derrière nous. Un allié, c'est une personne qui apporte
à une autre son appui, il prend son parti. Un adversaire, c'est une personne qui est opposée à une autre dans un combat, un conflit, une compétition. Aujourd'hui, les États-Unis de Donald Trump, quand vous voyez ces définitions, un allié ou un adversaire? Dans le cadre de l'OTAN, et je le répète, c'est pour ça que j'ai précisé, dans le cadre de l'OTAN, nous sommes évidemment des alliés, parce que nous sommes réunis par ce fameux article 5, dont je rappelle à nos téléspectateurs qu'il dit que si l'un des pays membres de l'Alliance est attaqué, alors les autres se modifient. Et hors du cadre de l'OTAN? Mais attendez, je vais juste aller jusqu'au bout. Cet article 5, il permet à l'ensemble des pays alliés de venir en secours de celui qui est attaqué. Savez-vous combien de fois l'article 5 a été utilisé depuis que l'OTAN existe? Et il a été utilisé notamment dans le cadre de la suite des attentats du 11 septembre. Et qui a appelé au secours? Les États-Unis. Qui a mobilisé l'article 5? Les États-Unis. Et nous sommes venus à ce moment-là dans la lutte contre précisément le terrorisme qui avait provoqué ce drame. Donc c'est ça, des alliés. Les alliés, c'est effectivement, on est là, on est donnant-donnant. Donc oui, dans donc le les cadre États-Unis sont encore des alliés. Et ce que je disais tout à l'heure sur le cadre du nucléaire, il faut évidemment continuer à rester dans l'Alliance, y compris avec la couverture nucléaire, évidemment ultime, américaine. Mais on voit bien que par rapport aux enjeux que nous avons et les discussions que nous pouvons avoir à l'Est, elle ne suffit plus. Elle ne suffit plus aussi dans les logiques transactionnelles. Parce que si Donald Trump fait payer à l'Europe le fait qu'il protège, y compris de façon ultime, tel ou tel pays, eh bien, il faut aussi démontrer qu'on a une capacité d'avoir une double garantie. C'est ce que j'ai appelé de mes voeux tout à l'heure. Thierry Breton, on a décidé de donner la parole dans cette émission aux Français, à ceux qui font la France. Et il y a quelqu'un qui a une question très concrète à vous poser sur la voiture électrique. On sait que c'est l'un des grands enjeux européens des années à venir. Regardez cette question qui vous est posée par Samuel Quinton, qui est professeur de lycée en zone rurale. On l'écoute. Bonjour Monsieur Breton, je m'appelle Samuel, je suis enseignant en lycée agricole en zone rurale. Je roule au diesel et pas à l'électrique, et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça coûte cher à l'achat. La seconde, c'est qu'il y a peu de véhicules d'occasion qui sont disponibles en électrique. Et la troisième, c'est qu'un véhicule électrique, il a relativement peu d'autonomie, et dans mon secteur, il y a peu de moyens de le recharger. C'est pour ça que je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez aux classes moyennes qui pensent que la transition écologique est trop contraignante? Qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, M. Quinton pose une question fondamentale. Et c'est cette question que j'ai souhaité mettre en avant lorsque nos co-législateurs, les co-législateurs, c'est le Parlement européen et le Conseil, ont décidé effectivement qu'à partir de 2035, en Europe, on ne pourrait plus racheter que des véhicules électriques. Vous savez, c'est un secret pour personne, et donc je ne livre pas de secret, que j'étais plutôt pour aller plus loin. Je l'ai écrit du reste dans vos colonnes, je l'ai dit à l'époque, mais voilà, j'ai été mis en minorité, c'est normal, et donc je respecte fondamentalement la décision de notre démocratie. Il n'en demeure pas moins que j'ai mis en place à ce moment-là un dialogue avec tous les acteurs, on a fait ça Route 35, qui se réunissaient tous les 3 mois pour faire le point précisément, y compris sur ces questions, avec une clause de rendez-vous qui est très importante en 2026, pour voir précisément où on est. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éliminer cette date de 2035 ? Je ne le pense pas aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut précisément faire plus, autrement, peut-être favoriser les véhicules hybrides, qui va être évidemment pour moi la solution. Donc oui, il va falloir vraiment qu'on ait un accompagnement. Ça concerne très précisément tous ceux, comme ça vient d'être rappelé, qui vivent dans des zones où tout simplement il n'y a pas de borne électrique. Ouais. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il n'y a que 3 pays qui ont des bornes électriques. Il y a l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Et il faut qu'on ait les 27. Dans un instant, Lucie, je vais vous donner la parole pour le choix de la tribune. Oui. Ça va être à vous. On a des questions très précises, notamment sur le budget. Juste pour terminer sur cette question de la voiture électrique, question courte, réponse courte. Il y a certains automobilistes, on parlait d'Elon Musk, qui se disent en désaccord avec lui, qui appellent à un boycott de Tesla. Est-ce qu'il faut boycotter Tesla, oui ou non ? C'est pas à moi qu'il appartient de le dire. L'Allemagne, vous avez vu quand même que l'Allemagne, à côté de Berlin, il y a une très grosse usine de véhicules Tesla. Et qu'est-ce qu'ont fait les salariés ? Ils ont mis en grande photo la photo d'Elon Musk faisant un salut dont certains ont pu dire qu'il pouvait s'apparenter à un salut nazi, avec tout ce que ça a. Tout ce que ça a, je ne prends pas position là-dessus, tout ce que ça a, encore une fois, de connotation, y compris dans un pays comme l'Allemagne. Pas de boycott. Donc ne nous étonnons pas qu'aujourd'hui, on ait moins 63% de ventes de véhicules Tesla en Allemagne. Parce que, évidemment, après ça, c'est le consommateur qui achetait des Tesla, en tout cas aux États-Unis. C'était plutôt ceux qui croyaient précisément à la lutte contre le réchauffement climatique. On voit ce que Donald Trump en fait. Vous avez maintenant, pour répondre à votre question, une autre façon d'y répondre, beaucoup de voitures aux États-Unis, Tesla, sur leur pare-choc arrière,
mettre ce qu'on appelle des bumper stickers, c'est-à-dire des autocollants sur lesquels il est écrit « Sorry, I didn't know ». Excusez-moi, mais je ne savais pas. Lucie Robquin, le choix de la tribune, je vous laisse la parole. Les retraites. Le choix de la tribune, les retraites, nous nous penchons en profondeur ce matin dans les colonnes de la tribune dimanche sur cette question. Pourquoi ? Parce que les partenaires sociaux se retrouvent dans une dizaine de jours pour revoir les grands équilibres de la réforme. Et pourquoi pas remettre en cause l'âge de départ à 64 ans ? Ma question est simple. François Bayrou a-t-il raison de remettre ce dossier sur la table ? Ça faisait partie des conditions qu'il a dû, je dirais, mettre sur la table, échanger, donner, pour réussir enfin, après avoir consommé, si vous permettez cette expression un peu triviale, 3 gouvernements successifs et donc 3 premiers ministres. Et donc finalement avoir enfin un budget. Il est ce qu'il est, il n'est pas glorieux, mais enfin au moins il est là. Donc ça faisait partie des concessions. Maintenant, j'ai lu avec attention votre dossier qui est extrêmement intéressant et qui montre finalement qu'il y a une opposition, je dirais, peut-être d'évaluation, de chiffrage, de principe entre le premier président de la Cour des comptes, M. Pierre Moscovici, et le Premier ministre, qui, je le rappelle, avait été aussi le haut-commissaire au plan et qui s'était beaucoup impliqué sur ces dossiers. Je serais plutôt, moi, à suivre le Premier ministre, et notamment sur ses évaluations. C'est-à-dire à penser que le déficit est nettement plus élevé que ce que l'on dit aujourd'hui. Je pense qu'il a raison. Et je pense qu'il vaut mieux l'écouter plutôt que de se dire, finalement, c'est pas si grave que ça. Parce qu'il a raison. Et donc, oui, c'est un sujet majeur. Alors, à partir du moment où on partage de façon claire donc l'ampleur, je dirais, du déficit. François Bayrou nous dit que l'augmentation de la dette depuis que Emmanuel Macron est président de la République, 1 000 milliards, il estime qu'il y en a en gros une moitié qui vient précisément du déficit des retraites. Je crois qu'il faut qu'on en soit conscient. Et donc, c'est pas la peine, encore une fois, de minimiser ou d'essayer de se dire encore une minute, monsieur le bourreau, parce que la situation est là. Donc, qu'on en discute avec les partenaires sociaux, ça me semble être une très bonne chose, de façon à ce que chacun partage précisément l'ampleur du sujet qui est devant nous. Je rappelle quand même, juste pour nos téléspectateurs, qu'on est le pays d'Europe qui a les finances publiques les plus dégradées. On est le seul à tourner aujourd'hui avec un déficit qui est supérieur à 6%, des 27. Est-ce qu'on vit mieux en France qu'ailleurs ? Je ne suis pas sûr. Thierry Breton. Donc comment ça se fait ? Il faut se poser cette question. L'un des autres aspects qui est en jeu, c'est notamment la question du respect ou non des 3% de déficit du PIB en Europe. Lucie Robquin, il y a Emmanuel Macron qui souhaite faire bouger cette règle. Revoir cette règle des 3%, est-ce que c'est légitime de remettre en cause cette règle européenne des 3%? Non mais ce qui est légitime, c'est d'arrêter d'augmenter notre dette de façon... Certains patrons, d'ailleurs, craignent une crise financière en France. Est-ce que vous-même, vous craignez... Attendez, d'abord, sur la première question, je rappelle à nos téléspectateurs que 3%, ça a l'air tout petit. 3%, ça veut dire que 3%, c'est 100 milliards. Ça veut donc dire que si on dit que c'est très bien, on est à 3% de déficit, ça veut dire qu'on crée quand même 100 milliards d'euros de plus de dettes par an. Mais qui va payer, madame ? Qui va payer ? On va faire ça pendant combien de temps ? Donc même cette règle des 3%, c'est pas quelque chose qui sort du ciel comme ça. C'est tout simplement parce qu'il y a un moment où ça devient insoutenable. Eh bien, je le redis ce matin à votre antenne, ça devient insoutenable que la France soit incapable, seul pays d'Europe, à bâtir un budget qui ne soit pas en déficit majeur. On est à 6% aujourd'hui. Ça veut dire que c'est pratiquement 180 milliards d'euros de plus qui partent de nouveau dans la dette. Nous allons donc vers une crise financière ? Pas encore. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'épargne. Et donc, effectivement, les marchés financiers savent qu'à la fin, si jamais il y a un problème, on ira chercher l'épargne des Français pour payer le remboursement de la dette. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas encore attaqués, comme l'Angleterre l'a été après les folies de Mme Liz Truss. Thierry Breton. Mais si on ne corrige pas la trajectoire, alors oui, ça nous arrivera un jour. Thierry Breton, cette information qui nous avait confirmée à l'instant, le président français Emmanuel Macron réunira donc bien demain à Paris les principaux pays européens pour des discussions portant, je cite, sur la sécurité européenne. Comment vous réagissez ? Je m'en réjouis et je trouve que c'est une excellente initiative. J'espère qu'ils seront nombreux à venir. Est-ce qu'il est temps qu'on propose un plan de paix ? Mais encore une fois, il est temps d'abord de s'harmoniser. Avant d'un plan de paix, est-ce que c'est un plan de paix ? Est-ce que c'est un plan de cessez-le-feu ? Il est temps d'abord de s'harmoniser, de décider comment parler d'une seule voix et de nous donner les moyens de nous faire entendre. Et on a des moyens. Je rappelle que nous sommes, encore une fois, un très grand continent.
Je rappelle encore une fois que nous sommes aujourd'hui le premier marché numérique du monde libre, que nous sommes le premier marché intérieur. Donc on est très important. Contrairement à ce que dit M. Donald Trump, c'est 1500 milliards de dollars que nous achetons, nous, aux États-Unis et que nous vendons. Donc c'est très important. On est très important pour la Chine. Donc oui, il faut qu'on pèse aujourd'hui de notre poids et c'est important de le rappeler. Thierry Breton, sur la scène politique française, il y a deux hommes qui ont décidé de s'affronter pour la tête des Républicains. Est-ce que vous êtes plutôt Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau? Si vous deviez choisir entre les deux, vous choisissez lequel? Non mais... Bon, je connais bien les Républicains, puisque j'ai été très proche, comme vous le savez, de Jacques Chirac. Absolument. Bon, écoutez, aujourd'hui, je crois que tout le monde le voit, Bruno Retailleau fait un parcours exceptionnel. Il fait un parcours exceptionnel, et vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, il incarne d'abord, il a la sagesse de la continuité, un peu du sénateur aussi, parce que les sénats, il y a de la sagesse, il y a du temps. Il a parfaitement compris les enjeux des Français. Il les traduit. Il est crédible, donc je pense qu'aujourd'hui, vous voyez quand même qu'entre les deux, bon, pas à moi à choisir, je ne suis pas membre des Républicains, mais il est clair que je prédis un grand avenir pour Bruno Retailleau. Alors justement, un dernier, regardez, entre Vladimir Poutine et Donald Trump, si vous deviez dîner avec l'un des deux ce soir, vous choisissez qui à votre table? Sans hésiter, Donald Trump. Je l'ai déjà fait du reste, donc ce sera recommencé. Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été avec nous ce matin.